Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Nous sommes heureux d'être en ligne, comme ça a été annoncé, avec notre dernier intervenant, Monsieur Sadq Salam. Ahlan wa sahlan. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour. Écoutez, c'est un plaisir de vous revoir cette semaine, après une semaine de repos. Et comme vous le savez, vous êtes notre invité par rapport à ce bilan, qui est un bilan sécuritaire et aussi, aujourd'hui, on va parler d'affairistes, concernant ce dossier, ce gros dossier de l'islam en France. Et ce jour, je crois, vous avez pris la décision, c'est vous-même que vous m'avez proposé cette thématique qui est d'actualité, les dérives affairistes et sécuritaires de l'émission Islam sur France 2. Pourquoi cette thématique dans un premier temps, M. Sadq Salam? Bon, il faut rappeler que le processus d'organisation de l'islam remonte à une quarantaine d'années. Donc ça relève de l'histoire du temps présent. Et nous avons un discours qui est beaucoup plus restrictif sur l'islam en France que les moyens d'information des régimes à parti unique qui sont en train de tomber l'un après l'autre. Alors que la France est un État millénaire, est une grande démocratie, faut-il qu'il y ait un déficit d'information uniquement quand il s'agit du pauvre islam, alors qu'il y a des citoyens musulmans, il y a des instances de recours, il y a le besoin de démystification, d'informations exactes, conformément à l'évangile. Je cite même pas le Coran, parce que maintenant, quand on cite le Coran, on a droit à une fiche S. C'est l'évangile qui dit « La vérité vous rend libre ». Or, la vérité est escamotée par un dispositif diabolique de censure et d'autocensure lié à des intérêts de toutes sortes. Et moi, je voulais commencer par ce bilan en faisant celui de l'émission dite islamique, qui est parfois anti-islamique. Or, c'est un échantillon qui nous permet d'identifier les raisons des blocages, les politiques mal inspirées, l'usage du dossier de l'islam à des fins purement carriéristes par les organisateurs laïcs de l'islam. Dans le cas de l'émission islamique, on a quelqu'un qui a joué un rôle des plus néfastes, uniquement parce qu'il s'est souvenu que l'Orient est une carrière, et donc l'islam en France aussi. Bon, alors, l'émission islamique a été créée en janvier 1983 par le regretté Jacques Verk, un grand ami de l'islam et des musulmans, engagé en faveur des Palestiniens. Et comme il habitait pas très loin de Latché, dans les Landes, la bergerie de François Mitterrand, lui, il habitait à Saint-Julien. Donc ce voisinage et le fait que Jacques Verk ait pris position pour appeler à voter François Mitterrand en avril et mai 81. François Mitterrand lui a écrit une lettre pour le remercier après son élection et il lui a posé la question « Qu'est-ce qui ferait plaisir à vos amis musulmans ?» Mitterrand était quelqu'un de très loin. Il savait que ce qui existait comme électeurs musulmans ont voté pour lui parce que les lois sécuritaires de Perfit, de Giscard à l'époque ont tous fait basculer ce qui
compte comme opinion musulmane du côté de la gauche, qui soulevait de grandes espérances à l'époque, avant de sombrer dans la gauche caviar et la trahison et le reniement. Bon. Berck, qui ne voulait pas se substituer aux musulmans, a consulté autour de lui. Berck avait des relations avec tous les milieux musulmans qui ne s'entendaient pas entre eux. Berck était un trait d'union. Et il a notamment consulté le regretté Khaldoun Kinani, qui est un personnage remarquable, qui n'a pas eu de successeur au bureau de la Ligue islamique mondiale. Il était celui qui a ouvert le bureau de la Ligue islamique mondiale à Paris en 1977, et qui était un très grand diplomate, un homme d'ouverture, qui plaidait pour l'unité des musulmans. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui le déteste jusqu'à maintenant, c'est Youssef Leclerc. Youssef Leclerc a fait un très bon dossier, avec un très bon professionnalisme, pour contrôler la taxe halal. Et il voulait faire cautionner ça par les instances islamiques existantes à l'époque. Et il a été très déçu d'entendre Kinani lui dire qu'il faut aller à la mosquée de Paris. Et il n'y avait pas la guerre entre la Ligue islamique et la mosquée de Paris. Il y avait la fraternité, toutes nationalités confondues. Donc ça nous donne une idée des origines de ce conflit artificiel et enfantin, soi-disant algéro-marocain. Ça n'a jamais existé, ça a été créé par les gens qui voulaient transformer cette religion en un fonds de commerce. Et comme ils n'ont pas d'argument mobilisateur, ils utilisent ce qu'on appelle cette nara, qui mobilise les gens qui ont des réflexes pavloviens et refusent de réfléchir et oublient que le projet d'unité du Maghreb est venu de Paris à partir de 1926, où toutes les formations nationalistes étaient pour l'unité. Et alors, on a des gens, des affairistes qui transforment l'islam en fonds de commerce, qui utilisent ce pseudo-conflit. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et donc, Kinani, il a consulté autour de lui, il a consulté le Hadj Sadour, qui était un inspecteur, le seul musulman nommé inspecteur d'arabe en France en 1961, un professeur algérien. Il a consulté Bamat, il a consulté Seydou Ahmadou. Seydou Ahmadou, voilà un Africain. Donc, à l'époque, c'était vraiment c'est la cellule créée par le prophète, là, au Sohaib Rumi, le Farisi, Salman el Farisi, etc., Mohammed ibn Abdullah al-Arabi. Donc, on a la première cellule de la fraternité musulmane qui réunissait toute l'humanité. Et on avait quelque chose qui ressemblait à ça déjà au début des années 80. Et on le rappellera jamais assez. Et il faut le rappeler pour montrer la chute que nous avons subie et désigner les responsables de cette chute et de cette décadence, de ce recul de plusieurs décennies en arrière. Donc, ils ont eu comme réflexe, ces musulmans, de dire toutes les religions ont des émissions télévisées, sauf l'islam, il faut rattraper ce retard. À mon avis, ils auraient dû demander un institut. L'institut, c'est quelque chose de plus solide et qui aurait été le lieu de programmation intelligente, de bonnes émissions, de formation de jeunes, de formation d'imams, alors que l'émission, on va voir comment elle a échappé complètement au contrôle pour tomber entre les mains de véritables voyous et d'indicateurs de police. Je n'hésite pas à le dire, de mouchards. Bon. Donc, Mitterrand, Jacques Berck transmet à Mitterrand. Mitterrand lui répond par une très belle lettre, dont seulement quelques extraits ont été envoyés à Kinani, où Mitterrand dit « La France est tenue d'assumer sa part d'islamité ». Donc ça permet d'apprécier à sa juste valeur la position de Mitterrand par rapport à cette affaire. Et cette position est éclipsée par les gens des socialistes qui ont transformé l'islam en enjeux électoraux pour la pêche aux voix dans les mosquées et en
ils l'ont assujetti et asservi à des besoins de carrière purement individuels. Je suis prêt à citer les noms dans mon prochain livre. Bon, parce qu'il y en a marre de l'autocensure, il y en a marre des mensonges. S'il y a un lieu où le mensonge doit rester prohibé pour toujours, c'est les mosquées, la religion. Est-ce qu'on peut bénéficier d'une primeur, M. Sadr Salem, par rapport à quelques noms? Non, moi, on est en plein Ramadan et je m'inspire de Khalil Sidi Khalil qui dit wa kullu mu'ayyin mubtadi'. Citer les noms, c'est une forme de bid'a. Bon, mais il y a des bid'a hasana. Bon, après le Ramadan. et je maintiens le suspense pour faire peur aux gens qui se sentent visés. Ah, donc sont nombreux? Ah oui. Ah oui, d'accord. De toute nationalité? Oui. Enfin, les nationalités maghrébines, franco-françaises et un peu orientales. Ah oui, d'accord. Oui. Bon. Eh ben, à suivre. Et il y a même, j'ai parlé de Seydou Ahmadou qui était un Nigérien, premier ambassadeur du Niger à Paris, qui était à l'UNESCO à l'époque, qui était un agrégé de mathématiques, qui a été expulsé d'Algérie par Soustel parce qu'il travaillait avec les nationalistes algériens. Et il a profité de son expulsion pour faire un diplôme de Usul-Din à Al-Azhar. Parce que sa famille du Niger était très attachée au malékisme qui est combattu par les Émiratis actuels qui veulent un nouveau protectorat sur les mosquées. Et puis docteur en sciences économiques. Donc il était dans le premier. J'en parle moi en connaissance de cause parce que ce groupe a fait appel à votre serviteur. D'accord. En janvier 1983. J'ai fait la 3e émission, l'émission étant hebdomadaire, je l'ai faite en janvier 83, quand Kinani m'a envoyé un télégramme. J'étais dans une petite université de province, il m'a dit prière de venir le plus tôt possible, affaire urgente. Et je rappelais que chez lui, il m'a dit la télévision, Jacques Berck a eu un mal fou parce que Mitterrand a donné un ordre de mission à Jacques Berck qui lui ouvrait toutes les portes. S'il avait confié un cabinet ministériel, ça aurait échoué dès les premières semaines. C'est parce qu'il y avait Mitterrand qui a mis en contact Jacques Berck avec eux. Et il a eu un mal fou à la mettre en place parce qu'il a vu comment fonctionnaient les autres émissions religieuses. Elles dépendaient de leurs églises, de leurs instances représentatives. Or, l'islam n'en a pas, jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant? Surtout pas maintenant. C'est pas les gens qui rêvent d'inviter le préfet pour l'iftar, pour être filmé et vu sur les réseaux sociaux. Ils croient que ça suffit pour être représentatif. Non. On fera une émission sur l'échec de la représentativité. Parce que le mètre carré, comme critère, on peut trouver un peu mieux. Et ça reste très en deçà des critères très simples islamiques, l'ilm wa taqwa. Et puis, quand le mètre carré, on choisit les gens qui promettent à longueur de journée de dénoncer les intégristes. On peut dénoncer les intégristes tout en étant ignare et surtout corrompu. Or, l'État laïque ne tient pas compte de ces critères moraux et intellectuels. À cause de l'emprise du tout sécuritaire. Quelqu'un qui moucharde contre ses frères, et on connaît des cas où à chaque fois qu'il y a un conflit d'argent ou individuel, un musulman n'hésite pas à dénoncer son protagoniste comme étant fondamentaliste terroriste. Et les renseignements généraux ont affiné leurs critères par la suite. Ils ont tenu compte de cette propension à la délation, mais le tout sécuritaire pèse encore sur la vision officielle de l'islam en France. Il y a eu toutes sortes de nuances. Le mérite revient à des gens qui veulent rester républicains, équitables, mais le poids du tout sécuritaire pèse encore. Et les gens qu'on coopte, parce que cette idée de coopter dans le bureau du CFCM des gens issus des listes qui se sont effondrés aux élections, ça n'arrive qu'aux musulmans. Vous imaginez Arlette Laguiller, présidente de la République, quand elle obtient à chaque fois 1,5%?
Eh ben, vous avez le président du CFCM, on le choisit, on le corrupte, alors qu'il venait d'avoir un score digne de Arlette Laquille. C'est se foutre du monde, là. Au début, il fallait bien commencer par quelque chose. Mais après, on aurait pu affiner les critères de sélection, de représentation. Le résultat, c'est qu'on a un CFCM totalement déconnecté du reste de la communauté, qui a quand même une élite beaucoup plus instruite que les bavards là qui occupent les réseaux sociaux. Ils perdent leur contrôle à chaque fois qu'il y a une caméra et ils ont le culte de l'image. Quand on les voit, c'est le triomphe. Ils sont en extase. Mais le bilan est nul. Bon, alors je reviens à l'émission islamique. Je vous prie. Donc, Berck décide de créer Connaître l'Islam, une association, loi de 1901, où il a convaincu des gens de très haut niveau, les gens que j'ai cités. Hassadouk s'est récusé. Il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, moi j'étais au gouvernement général en 1948, et il m'a dit, je gardais le souvenir très précis quand un organisateur laïque de l'islam se met à l'œuvre, il choisit les planches pourries. C'est exactement sa formule. Il ne choisit pas les meilleures parce qu'il y a une volonté à peine dissimulée d'humilier cette religion en désignant à sa tête les plus médiocres et les plus corrompus et les plus folkloriques. Ça, c'est le trio du temps de la colonisation. Quand on veut faire la promotion, de distribuer les médailles, on choisit parmi les illettrés, les corrompus et les folkloriques. On a exactement ces trois catégories parmi les gens qui prétendent représenter l'islam. Or, grâce à Jacques Berck, l'émission islamique a fait exception pendant à peu près 8-9 ans. Elle fonctionnait très bien tant qu'aucun ministère n'était au courant de son existence. Les chefs de cabinet dorment le dimanche matin ou ils font du sport, donc ils n'ont jamais regardé cette émission qui n'avait qu'un quart d'heure. Et c'était son âge d'or, c'était quand les ministères ignoraient son existence. Elle fonctionnait à peu près correctement, mais il y avait quand même quelques travers, et quelques péchés originaux. Il y avait un agent électoral qui tournait autour du Parti socialiste, qui était un rapatrié d'Oran. Il s'est occupé, il était dans ces circuits, là, un type très affable, qui vous met en confiance avec de bonnes formules, parce qu'il était issu d'une confrérie de l'Ouest algérien. Mais c'était en fait un agent électoral là, mais dans la culture islamique, était très rudimentaire. Alors Jacques Berck, les musulmans lui ont proposé d'être le président de Connaître l'Islam. Il a dit non. Moi, je suis chargé de mettre en place, c'est aux musulmans de choisir. Oui, d'animer cette émission. Un non-musulman n'a pas le droit de siéger dans une association qui produit une émission islamique. Et donc, ils se sont mis à chercher. Eh bien, les socialistes leur ont proposé ce monsieur, qui était leur agent électoral. On peut citer son nom, paix à son âme, il s'appelait Zine Labidine Ben Tabet. Zine Labidine Ben Tabet. Ben Tabet. Ah, Ben Tabet, ok. B-E-N-T-A-B-E-T. D'accord. Et il était d'une confrérie qui avait des liens avec la confrérie de Ouazan au Maroc. Là. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est là on appelle l'Ouazania. Zawi l'Ouzania. Oui. Bon. Donc, il maniait très bien le langage religieux et il cachait son jeu. Et son élection, les membres de Connaître l'Islam là, qui écoutaient Jacques Berck, ils ont voté pour lui parce que Jacques Berck leur a dit ça fera plaisir à pas moins de 3 ministres socialistes. Donc voilà des gens de francs-maçons, athées, qui n'ont que le mot laïcité à la bouche, et puis ils interviennent, ils font un interventionnisme totalement illégal pour nommer un homme à eux à la tête d'une structure religieuse. C'est le premier couac, mais qui n'avait pas de conséquences immédiates. Alors après, il y avait une cohabitation entre la mosquée de Paris et la Ligue islamique, du temps de Kinan. Et
Et ce sont les successeurs de Kinani qui sont à l'origine de cette querelle enfantine. Kinani avait le sens de la fraternité islamique. Qu'est-ce qui a empêché les autres nullards qui sont venus après lui de continuer sur la même voie? C'est la question qu'il faut poser quand on fait les bilans. Après, c'est devenu à couteau tiré la Ligue islamique contre la mosquée de Paris, la Ligue islamique qui construit une mosquée concurrente de la mosquée de Paris, même si moi j'ai beaucoup d'estime. Je suis très critique sur les bilans, mais j'ai une grande estime pour les frères qui ont eu le mérite de sortir les mosquées du néant à l'existence. Après, il faut juger l'institution. Je n'accable pas les individus. Alors, la mosquée d'Evry est née de ce conflit quand la Ligue islamique s'est mise est rentrée de plein pied dans cette querelle enfantine et qui a été à l'origine de ce qu'on appelle toujours l'islam consulaire. Malgré ça, le frère Moroun, je lui garde toute mon estime parce que je l'ai connu comme militant communautaire tout à fait estimable. Mais quand je dois faire le bilan de sa mosquée, je suis obligé de dire la vérité sur le plan culturel et intellectuel. Et c'est le cas de frère Kamal Khobtan qui a le même mérite. Il s'est battu toutes sortes de vents contraires, mais il a quand même sorti la mosquée du néant à l'existence. Mais après, quand il s'agit de passer à la formation, à la recherche, à l'enseignement, ses frères ont le même travers. Ils savent pas ce que c'est que la délégation de pouvoir. Ils savent pas ce que c'est que la division du travail. Et ils ne savent pas que c'est à Bagdad qu'on a séparé le masjid de la madrasa pour les besoins de la division du travail et de l'efficacité de la contre-croisade. On considérait que tout ne doit pas sortir des mosquées. On a créé les médrasat autonomes des mosquées. Et je l'ai dit, moi, aux frères Khobtan et Maroun, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le frère Khalil. Je le salue, là, s'il nous écoute. Certainement. Oui. Bon. Et nous transmettons aussi notre salutation, parce que c'est un fidèle auditeur, hein. J'aimerais bien que vous le sachiez. Ah oui. Non, mais Khalil Baroun, moi, je l'ai défendu au moment où la mosquée de Paris voulait il est sympathique, ce monsieur, hein. Non, il a un bon fond, mais après, c'est l'argent. Et puis c'est Khalil Baroun ou les autres qui. Ouais, c'est une maladie omniprésente, l'argent. Non, mais après, quand on a des États qui sont des monstres froids, les États, qui découvrent la manipulation de l'islam, Khalil ou Khobtan ou personne ne peut résister. Il n'y a qu'un État qui peut résister, c'est l'État français. Or, l'État français a favorisé cette Chevènement, quand il est arrivé, il était sidéré de découvrir les querelles enfantines, les désaccords. Il a dit c'est pas moi qui suis responsable des déchirements de la Ligue arabe. Certes, oui. C'est pas lui, mais ce sont les socialistes qui l'avaient précédé qui ont favorisé cette mise en place d'instances rivales pour bloquer l'évolution de l'islam et le progrès de l'islam. Parce que le conseiller là dont j'ai parlé, il m'a dit clairement une fois, il m'a dit nous ne sommes pas pour le rayonnement de l'islamisme. C'est le strict minimum. Strict. Comme dit le Coran. C'est exactement, on veut le maintenir parce que si on le tue, c'est un crime contre l'humanité, mais on ne le laisse pas progresser. Et l'appel aux États qui veulent fliquer la communauté, c'est le résultat de la peur bleue de l'intégrisme qu'ont eu les socialistes depuis exactement l'assassinat de Sadat. Le 6 octobre 81, on a commencé à dire les pays du Maghreb risquent d'avoir des lieutenants Boumarafi dans leur armée, il faut veiller au grain. Et depuis l'arrivée de Khomeini, on soupçonnait les mosquées de préparer un courant néo-khoméniste dans les banlieues. Alors que c'était totalement faux. Les gens demandaient la citoyenneté. Et la preuve, c'est que la marche de 83, là aussi, on a une supercherie sémantique. Elle s'appelait la marche pour l'égalité, qui a montré l'ampleur des problèmes d'intégration de jeunes nés français. Eh ben, ce sont les socialistes qui l'ont appelée la marche des beurs, pour lui donner un caractère identitaire qu'elle n'avait pas.
Et la gauche savait très bien, la gauche caviar, elle venait de devenir caviar, qu'elle n'avait aucune envie de lutter contre les inégalités. C'est Mitterrand lui-même qui a avoué que le socialisme c'est derrière nous et on a l'Europe devant nous. Donc c'est fini l'idéal égalitaire socialiste. Et donc on l'a détourné en faisant croire que c'est des gens qui réclament une identité, et on a utilisé comme prétexte les kéfiers palestiniens qu'arboraient les jeunes marcheurs. Et il paraît que Mitterrand a dit « je ne veux plus voir ça ». Mais tous les socialistes tremblaient d'avoir un courant de citoyens français musulmans très favorable à la Palestine. Eh ben, voilà encore une manipulation qui mérite beaucoup de développement, c'est la création des SOS Racisme qui a éloigné tous ces jeunes arborant le kéfier palestinien. Mais alors revenons à l'émission. C'est purement islam. Oui. Et l'émission, on l'appelait... Voilà, il me reste une quinzaine de minutes, 14 minutes. 14 minutes. Bon. Alors, cette émission, je m'en occupais. Moi, je m'en suis occupé pendant 7 ans. D'accord. Dans le dévouement le plus total, j'avais de très bonnes relations avec Bentabet, qui m'appelait Yaoulidi. Il me disait, Yaoulidi, Allah yastutrak moulad al-haram. Elle كانوا ولاد الحرام. Moulad al-haram, il m'a dit, mon émission se terminait à 9h15, il m'a dit à 9h16, il y a un tel qui appelle, et qui me disent, lui, il connaît très bien l'histoire, mais nous, on connaît le hadith et le Coran mieux que lui, il faut nous mettre à sa place. Donc, quelqu'un a fini, c'est le seul qui avait un double titre sur sa carte de visite avec un trait d'union, en plus de Béchari. Béchari, il s'appelait président-recteur, oui, à la tête de l'Institut bidon effectif de Lille. Et cet autre, la mosquée du 19e, il s'appelait imam recteur. C'est le seul qui était à la fois imam et recteur. D'accord. Alors, il mérite plusieurs émissions pour voir comment, dans son comportement individuel, il fait exactement le contraire de ce qu'il veut enseigner quand il fait la khutbah du vendredi. Ah, vous êtes en train de parler de M. Béchari, mais ces derniers jours, comme vous avez pu le constater, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein, donc on va pas rester longtemps. Oui. Et il y avait beaucoup de, comment dirais-je là, il y a beaucoup d'encre qui a coulé, hein, sur M. Béchari, et beaucoup de monde qui navigue autour de M. Béchari. Est-ce que vous avez suivi Béchari, un petit peu? Béchari, c'est un voyou sympathique. Mais le côté voyou est en train de l'emporter sur la sympathie qu'il avait quand il était plus jeune. Bon, et Béchari, maintenant je sais qu'il a quelques petits mercenaires de la plume, là, parce qu'il a toujours eu besoin de scribes, alors que depuis le temps que ça dure, il aurait pu améliorer sa prononciation du français, se présenter aux élections locales, il aurait pu être conseiller municipal chargé des feux rouges ou des piscines ou des crèches. Mais il a choisi autre chose et il a toujours eu besoin de dont moi quand je l'avais en sympathie, il méritait la sympathie, Béchari. Ce qui se rend sympathique, il a un fond sympathique basique, ça c'est certain. Mais il en rajoute pour quand il a un intérêt, et il m'appelle, il me dit tu m'as un Tombouctou. Et pourquoi faire ومن بعد يقول لي ولكن والله نحتاج انا بعض الصفحات تبعثها لي بالبريد الالكتروني كذا. Mais je voyais mais j'ai jamais été à Tombouctou parce qu'il commence par l'irara, la carotte. La carotte. Bon, je lui ai écrit en croyant servir la bonne cause, en croyant qu'il allait s'améliorer, mais j'ai appris qu'il y a des petits plumitifs là qui ne connaissent pas son passé et qu'ils baratinent et qui se mettent à le défendre sans bien le connaître, même en injuriant les gens qui le critiquent. Bon, j'espère qu'ils ouvriront les yeux là en ce mois du Ramadan, c'est le mois de l'examen de conscience. Mais revenons à l'émission islamique. Je vous prie. On va parler de Béchari parce que moi j'ai essayé de l'impliquer dans l'émission islamique après. Je vous prie. Bon. Je vous prie. Alors Bentabet, il a réussi à avoir un financement assez important de la Ligue islamique mondiale, du temps de Kinani. Et il a réussi à avoir un autre financement de ce qu'on appelait l'ONASEC, une structure créée par les socialistes pour venir en aide aux fils de rapatriés musulmans. Il a eu d'ailleurs la même somme en disant aux laïcs, vous voyez comment les intégristes me financent,
Et il dit aux intégristes, voyez comment les laïcs me financent. Mais il a dépensé ça pour lui. Parce qu'on n'avait aucun moyen de contrôle. Mais vraiment pour lui. Hein. Et or, je m'en suis aperçu, moi, quand il m'envoyait faire des conférences. Les gens qui appréciaient notre émission demandaient qu'on aille leur faire des conférences. Ça m'a permis, moi, d'aller faire... je payais moi-même mon billet. Je me souviens d'un hôpital militaire qui avait beaucoup d'officiers, des blessés irakiens pendant la guerre Irak-Iran, et ils m'ont demandé de faire une conférence sur l'islam aux infirmières militaires. Alors, quand ça s'est multiplié, je lui dis à Sidi Hadj, nous avons une activité parallèle, en plus de notre activité principale, qui est purement religieuse. Bon, elle est financée par les opérations exceptionnelles, etc. Mais cette activité culturelle parallèle, elle mérite d'être financée par un organisme qui s'appelait le FAS, le Fonds d'action sociale, pour les immigrés et leurs familles. Et il m'a dit, oui, je te donne carte blanche. Et je me retrouve dans le bureau d'un homme excellent qui s'appelle Michel Yeyel, qui est un énarque, président du FAS. Il m'a dit, moi je regarde votre émission que je trouve excellente et je suis disposé à vous aider. Mais ce sont les Maghrébins du conseil d'administration qui font de la surenchère laïciste pour se faire admettre, qui vont être les premiers à s'opposer à votre demande. Alors, faites une demande assez modeste au début, ne dépassez pas, je crois, 200 000 francs à l'époque. Il m'a dit, quand c'est inférieur à 200 000 francs, c'est moi qui décide. J'ai pas besoin du conseil d'administration. Il est plafonné, oui. Oui. Bon. Mais il était vraiment ravi, hein. Et moi, mon idée, c'était avec une petite subvention de recruter une secrétaire, des documentalistes, de se constituer une bibliothèque sur l'islam et d'avoir une programmation solide qui ne réagisse pas de manière épidermique au foulard, à tout ce qui font les potins des journalistes. Et donc, je suis rentré vraiment ravi et guiré pour dire à Bentabet, voilà, il nous reste qu'à déposer un dossier avant la fin du mois, on va avoir la subvention. Eh ben, il n'a pas donné suite pour une raison très simple, là, parce que moi je m'intéressais pas à ces détails. Mais j'ai vu que dans toute demande de subvention, il faut donner le bilan comptable précédent. C'est ça. Et donc il n'était pas kamikaze jusqu'au point de dire j'ai dépensé pour moi tout seul 2 subventions de l'ONASEC et de la Ligue islamique mondiale. Voilà, mais j'ai continué quand même. J'ai continué parce elle reste 10 minutes, même pas. Oui. Alors après, il y a eu des changements, il y a eu des conflits quand un véritable voyou affairiste est venu du Koweït après l'entrée des troupes irakiennes là au Koweït. Il avait une maison de production, il voulait jeter son dévolu sur notre émission. Il a contacté Bentabet. Et Bentabet toujours, c'est un peu le style Béchari sous une autre forme là, c'est double jeu, double langage. Il m'a dit, il y a un farfelu, il faut que tu ailles le voir et tu me rencontres. Il veut nous aider à améliorer l'émission, la réalisation, les côtés techniques. Je l'ai vu, mais je lui dis, écoute, c'est un type plus que farfelu, il veut de l'argent, c'est tout. Mais j'ai appris par la suite qu'il s'était entendu avec Bentabet, et selon une rumeur persistante, il l'aurait acheté pour l'associer à la production de l'émission. Et là, donc ce sont les réalisateurs avec lesquels je travaillais qui étaient menacés. Et là, on a décidé d'aller soumettre le problème au cabinet de Jox à l'époque, et celui qui était Monsieur Islam. Et on lui a signalé ces difficultés en croyant à un interventionnisme positif. Or, ce monsieur, il n'avait qu'une seule idée. Il avait un ami qui s'appelait Ahmed Baba Miske, un Mauritanien qui avait été nommé, qui s'est mis au service du Polisario. Or, ce conseiller de Jox ne croyait qu'à une seule cause de toute l'histoire de l'humanité, le Polisario. Or, Ahmed Baba Miske s'est fait virer de son poste à l'UNESCO, il est venu pleurnicher, et ce conseiller de Jox, très socialiste, il a pensé à une seule chose en décidant
son ministre d'intervenir de la manière la plus illégale, c'est de trouver un job à Baba Miskay. Et il fait écrire par qui laisse à l'époque une lettre que j'ai, 23 décembre 1992, une lettre à Bourges, qui était patron de France Télévisions, qui était pire que les socialistes, beaucoup bon, avec l'Algérie notamment, etc. Et c'est ce Baba Miskay qui se retrouve à l'émission islamique par un interventionnisme purement illégal et anti-laïque. Or, ce Baba Miskay, je passe les détails, il profite d'une maladie de Bentabet qui était très âgée à l'époque, une hospitalisation d'1 mois, il trafique des documents et il imite la signature de Bentabet pour se faire nommer producteur délégué. Alors, quand on a un double titre avec un tiret, c'est comme imam recteur et président recteur. Producteur délégué, ça rapportait l'équivalent de 5 000 euros. Du temps du franc, c'est 32 000, 33 000. Bon. Et Baba Miskay, à Alger, on l'appelait Baba Whisky, parce que c'était un agent du DRS algérien. Alors après, Baba Whisky, à la suite d'un coup d'État en Mauritanie, il décide d'aller à la présidence pour conseiller le président qui était un de ses amis. Mais après un autre putsch, il se retrouve en prison. Donc il négocie la remise de toutes ses prérogatives sous l'égide d'un colonel du DRS algérien qui était à l'ambassade, qui avait un agent qui s'appelle Shamsuddin Hafiz. Et Hafiz n'a aucune légitimité. Il a été introduit par le DRS et par Nicolas Sarkozy dans le cadre du marchandage dont Nicolas Sarkozy avait le secret. Il l'a nommé, imposé, sans aucune procédure de consultation. Et le DRS a imposé quelqu'un qui s'appelle Djelloul Begoura, qui venait de l'émission Mosaïque, où il n'était que technicien. Il travaillait sous les ordres de Mohamed Meftoul. Et Mohamed Meftoul, que j'ai fait venir, moi, à l'émission, il se retrouve le subordonné de son ancien technicien, Djelloul Begoura. Et Djelloul Begoura ne cachait pas ses liens avec le général Touati et le général Toufir. Toufir est en prison. Et Touati va peut-être le rejoindre parce que c'est des gens qui balancent tout de suite. Il dit, je vais pas sombrer tout seul. Donc voilà comment le DRS a noyauté le service public français laïque en ayant ces deux agents qui terrorisaient les autres. Meftoul, il était terrorisé par Hafiz et il lui dit, fais attention, je connais le colonel. Et Ben Daoud est en prison. D'accord. Daoud est promu général. Parler, oui. Ouais. Et il a été interpellé la dernière fois, sans doute que Toufir et Tatak sont passés à table pour qu'ils ne s'emborent pas tout ça. Est-ce que cela veut dire comme quoi il y aura des répercussions directes sur l'avocat Hafiz, d'après vous? Ça dépend, parce que si la justice française va jusqu'à enfermer Toufir et Tatak, il faut espérer que la République française se réveille et sorte de sa torpeur quand même. Et même les Bénéouis de l'émission, la nouvelle émission Vive l'Islam, qui a été créée dans les bureaux du ministère de l'Intérieur. C'est un interventionniste créé de toutes pièces au ministère de l'Intérieur. Donc ça n'arrive qu'aux musulmans. Elle a été celui qui l'a créé. Il a nommé quelqu'un qui s'appelle Abdelrahim Hafizi, qui est un agent de renseignement de Keppel, dans formation déformante de Sciences Po, qui apprend aux gens comment fliquer les musulmans. Il n'a aucune culture théologique. Il a contribué à transformer cette émission en une émission anti-islamique. Il est le concurrent parce qu'il se dispute les cachets, et il a été complice de Hafiz et compagnie pour l'éviction de Ghaleb, qui est infiniment plus brillant que lui. Hafizi a contribué à la chute et à la dérive de cette émission. Je le connais personnellement et je lui ai dit. Et c'est quelqu'un qui est venu parler au nom de l'émission dans Le Parisien pour accuser les Français convertis d'être tous des terroristes, alors que les parents des Français convertis interrogés dans le même dossier étaient satisfaits que leurs enfants sortent de la drogue, de la délinquance et trouvent un équilibre intérieur en se convertissant à l'islam,
et lui, il vient les accabler comme ça. Écoutez, M. Sadr Salam, le وقت صار وصل, hein, donc il reste presque 2 minutes qui me restent avant la fin de cette émission. 2 minutes, donc c'est pour dire qu'il est temps. Bon, on peut espérer que les Béni-Oui qui étaient de l'émission de l'association Vive l'Islam, qui était terrorisés par Djelloul Begoura, qui menaçait de les signaler à Tawfiq et à Touati, et étaient intimidés par Hafiz, qui invoquait le nom de Ben Daoud à chaque fois qu'il n'avait pas d'argument. Il faut espérer que quelques-uns se réveillent quand même. Et c'est quoi la relation de Béchari dans tout ça? Un seul mot. Béchari, j'ai oublié, quand il a été la FNMF a été victorieuse aux élections du CFCM en 2003. Et Béchari s'est trouvé à la tête de 10 émissions. Il est venu me consulter dans la commission audiovisuelle. Je l'ai présenté à Meptoul. Je lui dis, Jacques Berck a créé Connaître l'Islam parce qu'il n'y avait pas de représentant de l'islam. Maintenant, le CFCM dit être le représentant. Donc, il faut rattacher cette émission à la commission audiovisuelle. Il a dit oui. Je lui ai même écrit la lettre qu'il devait mettre à la poste au patron de France 2. Mais Hafiz ayant eu vent de notre rencontre à Clichy, où c'était le quartier général de Béchari, dans une chicha. C'est un habitué des chichas. Il me reste 1 minute. Alors, Hafiz, qui craignait pour ses prérogatives et celles de Djelloul, il lui a dit non, je vais te nommer à la fondation qui venait d'être créée là par Villepin, où on aura des millions d'assauts. Et comme tu es jeune, c'est toi qui remplaceras Boubacar. Il vaut mieux. Eh ben, écoutez, c'est à suivre, hein. Donc, c'est à suivre la semaine prochaine si vous êtes parce que il l'a retourné, et ça montre la hiérarchie des valeurs chez quelqu'un comme Béchari. Il lui a fait miroiter des millions à gérer. Il a renoncé à l'assainissement de l'émission, mais lui qui est très malin, il s'est fait avoir. Parfait. Il n'a rien à la fondation. Parfait. Monsieur Sadr Salam, merci infiniment de cet éclairage. Si vous êtes disponible pour la semaine prochaine pour approfondir toutes ces dernières informations qui sont fort intéressantes par rapport à ce qu'on vit actuellement, je vous dis à très bientôt. Oui, mais moi je suis prêt à venir démasquer les nouvelles plumes mercenaires de Béchari. Parfait. Il actionne à droite et à gauche. Merci. Ils sont de bonne foi. On va leur démontrer la prochaine fois que Béchari ne mérite pas d'être aidé. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info.